Cette émission vous est proposée grâce à la fantastique participation sur Tipeee de Carotte, Tot et Chevron. La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD bimensuel qui a un tire-bouchon et c'est trop bien, on avait besoin. Non, parce que être Angoulême, c'est sympa, mais franchement, il y a plein de trucs super bons à voir, mais on n'avait pas de tire-bouchon. Alors on a passé tout le festival à chercher, on n'a pas rencontré trop les auteurs, on s'est calé au Mercure. Là, on en sort, il est un peu tard aujourd'hui. Anglou blême. Et je crois que j'ai vu passer le Grand Prix là. Enfin, c'est qui déjà? Ils l'ont annoncé hier. Oh, je sais plus. Enfin bon, bordel. On va essayer de vous faire une émission à peu près correcte. Il y a Titi, le petit Titi Zach qui est avec moi. Salut Titi. Salut Pipier. Voilà. Et le petit Totio. Totio, c'est rigolo. Ça va? Bonsoir les gars. Voilà. On va parler de BD. On va commencer par un petit headline où je vais parler de webcomics et puis ensuite on va faire des chroniques. On va parler de l'invitation, des confessions d'un enragé. Ouais, pas mal, hein. Ça nettoie bien le goulot, hein. Puis on va parler de Ravage le tome 1, de Usagi Yojimbo le 27. 27, ça nous rajeunit pas tout ça, hein. De Funérailles c'est tome le degré 3. d'alcool. De Billy Bat 16 et 17. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé, mais il y avait des gens qui nous faisaient chier pour qu'on n'en parle pas. Alors voilà, on avait un peu mal du côté, mais on y revient. Et puis un petit express où on va parler d'arbres et d'animaux bizarres. Sur ce, je crois que les amis, on peut démarrer, hein. C'est bon? Vous êtes prêts? Ouais, on y va, vas-y. Online. Les éditions Tanibis ont mis en ligne certaines de leurs bandes dessinées gratuitement. Et c'est vraiment super cool. Vous pourrez donc retrouver avec joie certaines de leurs bandes dessinées, dont une que j'avais adorée, qui était le dernier Cosmonaute d'Aurélien Maury en intégralité. Et c'est tellement bien que je vous recommande fortement d'y aller, ne serait-ce que pour ça. Vous avez aussi L'Attrapeur d'images d'Alexandre K. On avait lu une BD de lui qu'on avait trouvé assez sympathique il y a quelque temps. Pétula, je suis une libellule de Claude Amogé et Samuel Petit. Perpendiculaire des mêmes auteurs et des collectifs comme Fourmis sismographiques, Microbes contre virus, Rhinocéros contre éléphant, etc. Ce n'est qu'un début, il compte en mettre d'autres après. On sent vraiment le petit éditeur indépendant qui, au bout d'un moment, se dit de toute façon, nos bouquins, s'ils sont pas vendus jusqu'ici, ils se vendront plus. Donc autant les offrir aux gens et ceux à qui ça plaira achèteront peut-être l'album. Donc lisez au moins le dernier Cosmonaute et achetez l'album parce que c'est très 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 bon. Donc voilà, c'est sur tanibis.net. Le lien détaillé sera dans l'article du site. Eden, la seconde aube, c'est un peu un truc un peu particulier. Thio aurait pu en parler. Donc c'est une bande dessinée d'Axandre qui est un turbo-média avec du son. Arrêtez de grignoter les M&M's dans les micros, mais J'ai tous mangé, il n'y en a plus. Voilà, ça va. Ouais, c'est Isaac qui traîne encore. Donc c'est publié sur son site perso, hein, et la particularité, donc Eden, la seconde homme, et la particularité, c'est que il a mis en ligne le premier chapitre gratos. Ils sont en train de s'étouffer de rire. J'étais en train de parler et j'ai un peu zappé. Ah, il tire son câble, ouais, c'est ça. C'est un gag visuel. Ouais, donc voilà. On va juste dire que Tizak a le câble un peu court. Et donc, Podcast des bûcherons canadiens. Ouais. Il a fait un Ulule. Le monsieur a fait un Ulule pour Moi, je suis au taquet là. l'aider à publier la suite. Et donc, suite à ce Ulule, la suite arrivera un autre jour. Il faut s'inscrire sur le site pour pouvoir la voir. Il y a aussi une version anglaise. Ça a la particularité. T'as vérifié? On dit Ulule? Tu sais, j'ai trop bu là. Je peux pas te dire. Bref. Il y a des effets sonores, il y a des petits easter eggs. Si vous cliquez dans certains endroits, ça va amener à d'autres trucs. Le son est intéressant, mais pour moi n'apporte pas grand chose. C'est toujours très difficile d'incruster du son derrière. C'est vraiment du turbo média qui est fait pour être vu en plein écran sur un écran d'ordi. Ça marche très très bien.
Un dessin très élégant. Donc Eden, la seconde aube d'Axandre. On va reparler d'un auteur dont j'ai déjà parlé, c'est Vidu, qui, avec l'aide de Batraf, qui est son codeur, a écrit un turbo-média qui s'appelle L'Immeuble. Vous pouvez trouver ça sur Turbo Interactive. Alors, c'est pas vraiment un turbo-média, parce que c'est plus une histoire interactive. C'est-à-dire que vous allez voir un immeuble avec 23 salles, et dans ces 23 salles, vous allez pouvoir voir ce qui se passe à un moment T. Et en gros, à chaque fois, vous allez pouvoir avancer... Un moment M. Ouais. Non, mais à un instant I. C'est ça. À chaque... Ou un temps T. Mais je ne vais pas t'intenter un procès. Et... Elle a je fait sais. mal, celle-là. Ouais, elle était dure, mais c'était trop tentant. Bon les gars, moi je dirais on s'y remet sérieusement, on stoppe les jeux de mots, on arrête la double lecture. Voilà, on se met au taf. Hein, allez, on y va, fais ta chronique. Vas-y, Pied. C'est ce que je suis en train de faire. Donc, l'immeuble, vous allez avoir 23 salles et à chaque fois, vous allez pouvoir voir ce qui se passe dans cette salle sur 10 minutes différentes. Donc, à la minute 1, il se passe ça. Si vous avancez dans le temps, vous voyez à la minute 2 ce qui se passe. Et vous faire ça pour les 23 salles. Si vous allez pouvoir suivre les pérégrinations de divers personnages dedans. Donc, des extraterrestres, un livreur de pizza, les frères Winchester. Enfin, voilà. Oui, les frères Winchester, tu vois. Dean et Sam. Ouais, Dean et Sam, ils sont dedans. C'est très expérimental dans la lecture, parfois pas évident, parce que moi je voulais voir ce qui se passait en fait les 10 minutes d'une salle, puis aller dans la salle d'après voir les 10 minutes, sauf que comme j'étais à la minute 10 quand je changeais de salle, j'étais à la minute 10 dans la salle d'après, donc il fallait que je recule dans le temps. Au niveau de la navigation, c'est pas idéal, mais le concept est vraiment rigolo. Il y a aussi des easter eggs, des trucs un peu planqués. On est plus dans l'interactif que dans le turbo média. Ça marche plutôt bien et c'est assez rigolo. Moi, j'ai passé un très très bon moment à lire ça. Je vous le recommande. Et grâce à l'aide de mes comparses, je vais enfin leur donner la parole. Hein. Il serait temps un peu qu'ils servent à quelque chose. Monty, l'invitation, c'était bien. L'invitation, c'était bien. Alors, comment t'expliquer De quoi ça parle? L'invitation, donc déjà, c'est un scénario de Jim. Souvenez-vous, Une nuit à Rome, tout ça. Ouais. Un dessin de Oui, t'as la lumière, Merlot. on se dit tout. Et c'est une réédition. Alors, vous m'excuserez, mais j'ai... L'érection. C'est ça. Oui. Hein Désolé, ça. Ok. Une invitation à l'érection. Donc, c'est une Dans une nuit réédition, à Rome. si mes souvenirs sont bons, d'une version de 2010. C'est un album en 2 tomes à la base qui est réédité en intégrale. Voilà, qui est donc édité en réintégrale à l'occasion de la sortie du film avec Nicolas Bedos dans le rôle principal. De quoi est-ce que ça parle? Eh bien, on a notre personnage principal, dont j'ai bien sûr oublié le prénom. Léo, Léo, c'est ça. non, ou Raphaël. C'est l'un des deux, je sais plus. C'est Léo de mémoire. Bon, peu importe. Qui se fait appeler par son pote, donc Léo ou Raphaël. Parce qu'en fait, pour tout vous dire, j'ai mon ordinateur qui a fait ma tablette qui a planté entre l'enregistrement des deux émissions. Donc du coup, je suis emmerdé, je suis en freestyle. C'est Raphaël le héros. Raphaël est le héros. Donc il se fait appeler par Léo. En pleine nuit, 2-3 heures du matin. Ouais, salut, je suis en rade avec la voiture, en plein milieu de nulle part, machin, est-ce que tu peux venir me chercher? Et donc, son pote, au bout du fil, qui vient de se faire réveiller, qui fait, non mais attends, Kiki, c'est 2 heures du matin, j'y connais rien en mécanique, t'es au milieu de nulle part, qu'est-ce que tu veux que je vienne faire avec toi? Tu payes une assurance, tu appelles une dépanneuse, ils vont venir s'occuper de toi, te prendre en charge, voilà. Et il dit non mais si t'es emmerdé et que t'arrives à avoir personne, tu me rappelles, à ce moment-là je viendrai, mais commence par appeler ton assureur et une dépanneuse. Et il raccroche. Et donc là, sa nana qui lui fait non mais attends, t'as un pote au milieu de nulle part qui est dans le pétrin, et toi tu l'envoies sur les rosses, tu dis grosso modo tu lui dis de se démerder quoi, mais T'es un peu un connard. t'es un peu un connard, t'es à côté de la plaque mon coco. Alors, tu le rappelles et tu lui dis que t'arrives et tout de suite quoi. Elle rajoute, dit la nana au fond de son lit, enfoncée bien au fond dans la couette. Hein. Elle joue quand même bien le rôle de la nana jusqu'au bout. Bref, toujours est-il que, effectivement, donc il rappelle son pote en disant, écoute, j'arrive, t'inquiète de rien, machin. Il débarque sur place et là, aux surprises, il n'est pas tout seul. En fait, le copain Léo avait appelé tous ses amis. Je mettrai des guillemets autour du mot ami. Il a fait une sélection de personnes qui étaient dans son répertoire, alors amis proches, amis moins proches, et il voulait savoir qui viendrait à son appel de détresse. Et donc, il leur réserve un petit accueil à base de caisses de champagne et de musique pour passer ce petit moment
censément être sympathique. Donc effectivement, tout le monde le traite un peu de connard en disant que c'était un peu n'importe quoi ce qu'il avait fait. Et tout le monde se torche un peu la gueule. Et au petit matin, tout le monde rentre chez soi à moitié bourré. Et voilà. Et puis notre héros, Raphaël, se trouve quelque temps plus tard seul chez lui, sa femme étant partie en déplacement professionnel. Et il s'emmerde. Et ben, il dit, je vais faire la même. Hein. Et puis on verra bien qui vient pas. Et là, j'ai eu un grand geste du dictateur qui avait peur que je raconte tout le bouquin. Je me méfie des fois. Et là, eh bien voilà, c'est le pitch. On est sur le questionnement de notre héros. Qu'est-ce que l'amitié ? Qui sont vraiment mes amis ? Comment est-ce que je me positionne par rapport à mes amis ? Une histoire de relation dominant, dominée. Est-ce que vraiment j'ai des amis ? Est-ce que la famille fait partie des amis ? Est-ce que lui que j'ai à peine rencontré, que je connais très peu finalement, est-ce que c'est quelqu'un qui réagirait comme un ami ? Etc. Et donc on a ce petit dialogue qui s'installe à l'intérieur de la tête du personnage, mais aussi avec le premier protagoniste, Léo, forcément, puisque ça reste quand même les deux personnages essentiels de l'histoire. C'est l'histoire d'une amitié, de toute façon. C'est l'histoire d'une amitié, mais de l'introspection, finalement, un petit peu de cette amitié, et de l'introspection de toutes les relations humaines, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient professionnelles, simplement de connaissances. Et on est un petit peu dans cette introspection. Voilà. Alors, mon avis... Je trouve que ça reste très en surface, je trouve que ça reste une problématique posée comme une problématique de cours de récréation, c'est moi le chef, c'est pas moi le chef. Honnêtement, je l'ai lu et je me suis fait chier comme un rat mort. Voilà. Oh mon Dieu, on va devoir défendre du gym. Ah Deuxième version de ma vengeance, vous allez devoir défendre du gym. Alors je vais commencer. Tu viens de tuer le micro là encore. Recule quand tu hurles dans le micro. Alors je vais commencer, donc du coup, comme je vais suivre, et que en fait je dis ça va jamais éclater, ça va pas changé en fait. Hein, je suis toujours fait un peu chier. J'ai trouvé que l'histoire était tellement grosse que le deuxième qui va faire le coup, c'est lourdeau quoi. C'est lourd, voilà. Mais c'est un reproche qu'on lui fait. Hein, oui, non mais c'est surtout c'est lourdeau, mais en même temps j'ai envie de dire mais est-ce que tu as des neurones ? C'est ça. Parce que à 15 jours d'intervalle, il refait la même. À 15 jours, les gars, je suis paumé, vous pouvez pas venir me chercher. Non mais au poulet, je veux dire, c'est... Au moins change l'histoire, change le lieu ou fais un truc quoi. Voilà, fais un truc. Dis pas que t'es en rate de voiture. Enfin, je sais pas. je suis bloqué chez une meuf, elle est nymphomane, elle m'a scotché au mur, elle me fouette et tout. Ok, voilà, dis un truc quoi. Sauvez-moi, mais pas ça. Enfin bon, voilà, non, je suis vraiment... Je l'ai lu, ça m'a... Il y a des moments qui m'ont un petit peu touché, des moments qui m'ont un peu peut-être poussé une sorte de légère introspection, mais ça m'a pas plus emballé que ça. Clairement, voilà. Pied. Je ferais le même reproche qu'à l'érection. C'était trop court. Non, je l'ai lu. Tout du long, je l'ai lu et j'ai fait, mais putain... On dirait que le mec, il a écrit d'une pièce de théâtre, quoi. Pas beaucoup de personnages, 3 décors tout cassés. Et j'arrive à la fin sur la postface et je fais « J'ai écrit ça comme une pièce de théâtre à la base ». Je fais « Ah oui, c'était une pièce de théâtre ». Alors c'est sympa quand on a un budget illimité et qu'on fait de la BD, de faire une pièce de théâtre. C'est cool. Mais il aurait pu rajouter, je sais pas, un petit peu de trucs en plus dans le cadre, enfin quelque chose. Ouais, il a voulu rester dans l'humain. Ça marche bien, ça fonctionne. Mais... C'était un peu plan-plan. C'est une super idée, encore une fois. C'était un peu plan-plan, c'était un peu... Voilà, l'idée est intéressante, c'est un très bon pitch. Je pense que le film peut être pas mal pour le coup. Il faudrait que ce soit traité avec un petit peu plus de profondeur, parce que voilà, moi je trouve que ça reste très en surface. Il y a un point qui m'a plutôt plu, c'est la gestion de la temporalité avec l'apparition petit à petit... la lumière du jour, le etc. dessin est très efficace, il marche bien. Qui donne une temporalité à l'action. Le dessin fonctionne bien, etc. Donc il y a de bonnes idées au niveau de la mise en scène. Maintenant, le fond est creux, quoi. Je crois que la prochaine BD qu'il achètera de Jim s'appellera Le Divorce. Ce truc dans le genre. Disons qu'après avoir passé une nuit à Rome avec lui, avoir tenté d'avoir une érection, là maintenant Jim a essayé de l'inviter, mais je pense que... Mais tu sais comment il l'a chopé, lui ? Parce qu'il nous a fait une BD sur un fantasme féminin et tout de suite il a plongé, quoi. N'importe quoi. Je vous rappelle qu'au passage, comment il s'appelait cette BD avec le bouquin sur le banc public ?
les beaux Ah jours. oui, c'était bien comme ça. celui-là. Ouais, c'était Jim, quoi. Ouais, ouais. Un livre oublié sur petit, oublié sur un banc. C'est ça, petit livre oublié sur un banc qui était très bien, Ouais, en ouais, 2 c'est tomes. vrai. Hein, qui était Non, mais on super. est médisant aussi, il faut dire. Non, c'est vrai. Ah oui. Médisant. Voilà. T'as pas qu'une histoire de main dans la culotte. Hein. Donc oui, ouais, c'est sympa sans plus, quoi. Ouais. Non, voilà. Ben voilà. Au niveau du dessin, c'est bien. Au niveau du scénar, c'est un peu creux. C'est un petit peu dommage. Ceci étant dit, l'édition est belle. Les couleurs sont plutôt bien travaillées. On est dans des colorisations plutôt sépia. De manière générale, parce qu'on est de nuit, mais après, sinon, c'est couleurs, Ouais, puis la couleurs difficulté- trad puis- sur les autres ambiances, sur La les autres scènes. difficulté narrative, de toute façon, pour le dessinateur, de te raconter une histoire où t'as juste des personnes qui discutent dans... Putain, puis le décor, quoi, le bord de route où il y a rien, quoi. Ah, super. Oui, mais regarde, je reviendrai sur je crois, le Carrefour, me semble-t-il, Oui. c'est ça, où on était un petit peu sur la même présentation, sur le même type de dessin. Ouais, sauf mais que il arrive à varier les décors, on il est au arrive à milieu varier de les choses, quoi. Ouais, mais c'est pareil, on est au milieu de nulle part. Ben, il a mis plus de décors, il a mis plus d'action, il s'est passé quelque chose, quoi. Voilà. Là, là, c'est creux, quoi. Ça reste en surface. Est-ce que tu veux du champagne? Ouais, tu fais chier, t'es mon pote, t'es pas mon pote, je suis pas qu'un suiveur. Voilà. Bon, bah, voilà. C'est resté très court de récréation, j'ai trouvé. Et donc, moi, je vais devoir vous parler d'un chat. Botero! Non, pas de Botero, Ah, pardon. Otero. Moi, ça m'a fait rigoler parce que j'ai vu un chat. Ouais, t'as vu un chat et Otero, il t'a dit et- Botero, et le ouais, chat voilà, Botero. c'est- En plus, c'était ton chat. C'était le Botero, nom de mon chat. Le surnom de mon chat. qui lui a dit très bien d'ailleurs. Donc, confession Je d'un vois le enfant. profil. Je vois le profil. Tu vois. En fait, on voyait plus le profil. Parce qu'à ce niveau-là, c'était plutôt bouliforme, quoi. C'est ça. Sumotori. Donc, confession d'un enragé, donc par Otero chez Glénat. Avant de faire le pitch, moi, la première chose qui m'a Interpellé. fendu la rétine, quoi, ça a été la couverture. Ouais. La couverture donc de Confession d'un enragé, vous avez un chat badass tatoué qui a alors un chat sphinx, hein, donc celui qui a pas de poils, hein, Ouais. qui est couvert de cicatrices, Les oreilles défoncées, le regard Voilà. méchant. Une couverture donc sur fond rouge avec une écriture le enragé qui fait presque peur, qui bave et tout, quoi. C'est Même petit côté japonisant quand même, tu vois, le petit t-shirt, le petit fond, t'as presque un espèce de Petit côté oriental, ouais. petit côté oriental japonisant que Mais voilà, que j'aime déjà- bien, mais sanglant. voilà, déjà la couve, je trouve qu'elle crée une ambiance. Peut-être tabasse. Ouais. Du coup, forcément, attiré au niveau de l'œil, donc forcément, tu commences à le feuilleter. Et là, je me suis dit, ça a l'air trop bien, quoi. Donc, pour vous faire le pitch, en fait, ça se passe donc en 1979 à Rabat, au Maroc. Liam, un petit garçon, en fait, de 4 ans, va être attaqué par un chat enragé. Et on va en fait au cours de l'histoire voir justement donc ce petit garçon qui a été donc contaminé par la rage et qui va donc du coup on va lui faire le vaccin contre la rage et qui va en fait toujours avoir des séquelles de cette maladie et ce chat qui en fait va prendre possession plus ou moins de lui et de sa pensée et en même temps donc les petits passages où justement on va avoir des petites explications sur la rage et sur ce qu'elle amène en fait au niveau de l'organisme et les changements qu'elle peut provoquer sur celui-ci. Et sur les changements de l'évolution des traitements aussi. L'évolution des traitements au cours du temps. Et l'incompréhension aussi De l'entourage. de l'entourage par rapport à l'évolution particulière de Liam, qui est un petit peu hors cadre par rapport aux attentes. Voilà. Après, voilà, je veux pas trop en dire non plus pour pas spoiler. Spoilé, oui. Oh, tu peux parler de la petite discussion de mise en bouche de départ entre le chat et... Oui, parce qu'en fait, il y a un échange. C'est ça qui pose le Parce reste que- du cadre. Parce que Liam, Oui. en fait, échange avec le chat qui a pris possession de lui, en fait, qui est en lui, dont le sang coule en lui. Et voilà, ils font un échange, c'est que du coup, Liam va rester en vie, mais le chat va vivre en lui et il aura 9 vies. Du 7. coup, 7 vies. Et oui, 17. alors Oui, j'ai eu un petit souci moi aussi là-dessus. Il me semblait qu'on disait qu'un chat avait 9 vies. Là, 17. Et là, ils disent 7 vies. Bon, alors peu Bon, importe. c'est un peu d'importance, mais... Mais Voilà. bon, enfin, Et voilà. donc, chacune de ces étapes, à chaque fois que le chat prend le dessus sur Liam, eh bien, Liam meurt un peu plus et le chat prend un peu plus possession de lui, y compris physiquement. C'est ça, c'est qu'au Même fur et à si mesure- seul Liam s'en rend compte. Oui. Même si presque seul Liam s'en rend compte. Mais ça serait C'est trop en dire. divulgaché. Comme ils disent. gâché. Bon, enfin voilà. Donc pour en revenir à, je vais pas aller plus loin dans l'histoire. Graphiquement, pour moi, ça a été une vraie claque. Je me suis régalé de bout en bout.
Au niveau scénaristique, j'ai rien à demander, c'était génial. Vraiment, ça a été un pur bonheur, ce bouquin. Voilà. Je vais pas aller plus loin, maintenant je vais vous laisser... je vois Pied qui trépigne, à mon avis, il va tracher comme un Il enculé. est très piépine. Vas-y. Alors, oui, j'ai trouvé l'histoire sympa. J'ai été surpris par le traitement. En fait, à un moment, je n'arrivais pas à savoir si le bouquin était fantastique Fantastique ou ou... Parle dans le micro. Fantastique ou réaliste. Voilà. Si c'était fantastique ou réaliste, si on était dans une métaphore ou dans le fantastique. Et ça arrivait un peu tardivement, ce moment de doute, ce qui fait que je savais plus sur quel pied danser. J'étais un peu perdu là-dessus, j'avoue. Après, bouquin est réussi. Les moments scientifiques étaient un peu lourds, j'ai envie de dire, et gâchent un peu le rythme. Ils sont bien posés. Enfin, on voit la structure qu'il a voulu mettre dans sa BD, parce qu'ils arrivent à des moments clés, etc. C'est un peu l'intervention du professeur Rollin. Ouais, c'est ça. Mais ceci étant dit, ça donne un éclairage qui est très réaliste pour le coup, et qui vient à chaque fois en contrepoint d'un moment où le fantastique prend un peu plus le pas. C'est vrai, effectivement. Non, mais c'est très bien construit, je dis pas. J'ai eu un peu plus de mal aussi avec la fin. Ouais, j'ai l'impression qu'on nous pose des règles d'un enjeu au début et qu'on arrive à la fin et oui, on nous avait mis un enjeu au début et ça n'a pas été réglé. Si. C'est pas l'impression que j'ai eue. Ouais, Bon, on non, peut difficilement... on va pas trop en raconter. Ouais. Ou alors on dit un moment spoil. Non, on mais fait plus de moments spoil. non, mais pour moi, c'est réglé, quoi, clairement. Ah oui, pour moi c'est réglé. Alors, si je puis me permettre, pour moi c'est une explication, une allégorie du passage de l'innocence de l'enfance à la réalité de la vie adulte et aux aspirations de bonheur de la vie adulte, qui passe par ces 7 étapes de deuil, on pourrait dire comme ça, de l'innocence de l'enfance, parfois de manière ultra violente, y compris physiquement, avec les transformations physiques liées à l'adolescence, au passage à la vie d'adulte, et à ce que ça peut engager, comme parfois fourvoiement, dire le personnage commet aussi tout un tas de conneries, mais voilà, c'est ce passage dans la vie d'adulte et cette aspiration au bonheur qui tire à chaque fois de toute façon ça. Les disputes avec la famille, les rencontres, les bonnes rencontres, les mauvaises rencontres, l'amour, la perte de l'innocence, la perte des souvenirs, le retour vers les souvenirs. Moi, j'ai trouvé au contraire que l'allégorie était propre, était claire, et le twist final, entre guillemets, qui montre un passage, une entrée officielle dans la vie d'adulte avec une prise de responsabilité extrêmement bien marquée. C'est à la fois poétique et très réaliste. J'ai un peu trouvé ça facile, j'ai envie de dire. Mais, Non, moi, j'ai trouvé ça très cohérent par rapport aux propos. Donc ça, ouais, voilà. Après, le dessin, je trouve ça très efficace. Ça m'a fait penser un peu à du Todd McFarlane. Oui, à du Todd McFarlane. Ouais, ça va surprendre quand peut-être, mais il y a beaucoup de mise en page à Todd McFarlane. Les grands yeux des enfants, comme il peut le faire, les nez un peu retroussés. Il y a aussi le travail des couleurs quand on voit la rage qui se manifeste avec ce côté un peu multicolore, etc. Alors que les couleurs sont très très sobres. Qui bave et un peu ancré là. C'est Voilà. très joli. Graphiquement, c'est très réussi. Ouais. Voilà. Non, mais Extrêmement j'ai passé un bon moment, mais ça n'a pas satisfait mes attentes sur le final. C'est le seul reproche que j'y ferais. En gros, peut-être que je m'étais projeté dans un peu plus de qualité que ce que j'en ai reçu à la fin. Ressenti en tout cas. Bon, moi, je me suis vraiment régalé. Je reviendrai encore une fois sur le travail de la couverture qui était exceptionnel. Donc, Oui. si j'ai bien compris, c'est la femme ou la sœur, je ne sais pas. Après, bref, il porte le même nom de Otero et qui a fait donc les couleurs à l'intérieur. Et notamment, je trouve qu'il y a un vrai changement au niveau des tonalités, ou en tout cas des ombres portées ou du marquage des ombres entre les moments de vie qui se passent au Maroc et les moments qui se passent en métropole, et où justement la chaleur et l'importance de l'ombre sont très bien marqués sur chaque passage du Maroc et sont plus adoucis sur les passages en métropole. Voilà, je trouve que
le travail des couleurs est vraiment précis pour le coup, alors que c'est l'ancrage aquarelle ou à l'encre en tout cas, donc un peu dilué et qui. Maroc et France, parce que la France, c'est pas la métropole. Oui, du pardon, Maroc. et France. Oui, en l'occurrence, ils sont en France Enfin, c'est plus. métropolitaine. En l'occurrence, ils sont en France métropolitaine puisqu'ils sont autour de Paris, je sais plus, ou de Lyon. Ouais, enfin, ils sont dans un bled. Toujours est-il que voilà, le travail des couleurs est vraiment, vraiment très, 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 très bon, en plus du travail de la couverture. Donc vraiment, voilà, un très, très bon bouquin. Moi, je me suis vraiment régalé. Et la petite allusion à Moby Dick aussi. Oui, il oui. y a une allusion à Moby Dick. Ton cœur de marin à me Mais je faire t'emmerde, de- quoi. Voilà, d'accord, Ouais. il dit juste que le bateau, c'est pour lui, c'est un peu comme une baleine qui va dans le blottière, il le rappelle avec le bateau. Et le Ouais. bateau, il appelle Moby Dick. Oui. Voilà, mais en tout cas, moi, c'était un coup de cœur. Voilà, peut-être que Mais c'est comme moi, et ben, tout le monde s'en fout. Non, Je moi vois, aussi. vous êtes deux, mais moi non, donc il a La prochaine fois, tu le liras pas. que ça, il y aura d'autres coups Tu de feras cœur. comme si tu l'avais pas lu. Et voilà. Bah tiens, pour la peine, c'est Remoi qui parle. Ouais. Et ben, Ah, vas-y, retour. je suis bien emmerdé puisque, comme je l'ai dit, je n'ai toujours pas mes notes. Donc, je te fais le pitch si tu veux de Ravage. Non, je mais maîtrise. Ravage, c'est pas très compliqué. On est en 2000 beaucoup. Ça, c'est précis, monsieur. Ouais, Ouais, ben, on, on voit que monsieur a pris des notes. Ah, mais bravo. mais j'ai mes notes, mais elles sont sur la tablette qui est en rade. Donc bref, Ravage par Morvan, Walter et Macuté, d'après l'œuvre de Barjavel bien évidemment. On nous annonce tout de suite que ce sera en 3 tomes. Là, c'est le premier tome qui donc nous présente un petit peu la situation et les personnages. Donc dans un monde où la technologie est très avancée, notre personnage qui est un illustre étudiant qui est promis un bel avenir, qui est censé obtenir un super poste, qui finalement n'a pas son super poste et qui se retrouve embrigadé dans un conflit d'intérêts avec sa copine qui rentre justement auprès Un manager de musique. d'un grand manager, mais qu'on sent franchement pas franc du collier, hein, bien évidemment, on est un peu dans la caricature. Les choses dégénèrent un peu, et puis blam, le grand ravage, la grande catastrophe qui débarque, quoi. Je suis dans les très grandes lignes. Et la grande catastrophe, c'est Il n'y a plus d'électricité. d'un coup, l'électricité disparaît. Mais c'est une catastrophe. Imaginez plus d'électricité sur une société en plus qui est très avancée, avec tout un tas de voitures volantes, de grands panneaux d'affichage, de grands immeubles, de machins. Bref, tout fonctionne à l'électricité. C'est un bien peu évidemment. comme si... c'est beau, quoi. Franchement, bravo. Dans Thierry, je m'attendais pas à ça. C'est un peu comme si t'avais plus de tablette d'un coup ça. et que c'était la merde que tu devais faire une Mais chronique. c'est la merde. Et tu as vu, j'ai quand même réussi à peu près à m'en Cette sortir. mise en abîme, mais c'est... Ah non, mais je suis sûr que tu l'as fait exprès. Mais oui, Ah, mais oui. c'est C'est- merveilleux. Ça y est, je repasse la main, elle refonctionne. Même pas. Bref, donc on a ce grand cataclysme qui est arrivé, sachant qu'on a de temps en temps des flash forward où on nous montre le après. Avec. Et d'ailleurs, on commence par la presse. C'est assez... On commence d'ailleurs par l'après. Alors, pour me souvenir du bouquin, ce qui est assez étonnant, c'est que ce qu'on voit au début, c'est la chute du livre, quoi. Il a vraiment retourné l'histoire. C'est-à-dire que à la fin du livre, donc on va spoiler le livre malheureusement, mais c'est le début de la BD, on a le héros qui est devenu une sorte de sage totalement anti-technologie, qui doit lutter contre quelqu'un qu'il connaît, qui lui veut faire revenir la technologie via la la, vu sage, il est même un peu illuminé. Hein. voilà, via la vapeur, veut faire revenir la technologie, prophète, en fait. revenir via la vapeur. Ça, c'est la fin du Steampunk. c'est la fin du roman. Là, on commence par ça et ensuite on nous explique comment en est-on arrivé là, sachant que pour le coup, dans la BD, on a un fight de vieux de la mort. Ouais. Alors que dans le roman, ça y est pas du tout le fight. Voilà. C'est ultra visuel, c'est du. Moi, quand j'ai vu commencer par ça, je fais ouh. Voilà. J'avais pas ça en souvenir parce que bon, comme beaucoup d'entre vous, nous, Ravage, je l'ai lu, mais il y a fort longtemps. voilà, entre 15 et 20 ans, hein, 20 ans. Moi, je regarde Donc, fort souvenir. moi, j'en avais pas un franc souvenir, enfin, comme du reste d'ailleurs. J'ai pas un franc souvenir, si ce n'est une impression laissée très agréable. Donc, je m'attendais à quelque chose d'agréable pour le coup, mais j'avais pas du tout souvenir de cette espèce de combat à la noix. Voilà. Il était pas, c'est pour ça. Mais ceci étant dit, ça pose aussi des bases Je me différentes. souviens hein. pas si ça On se est passait sur à une Marseille. adaptation. Le début se passe à Marseille. Je me souviens pas si la BD commençait à Marseille. Alors, j'avoue que vraiment, c'est trop lointain pour Moi, moi. il faut que je me le retrouve pour le. Il doit être quelque part au fond de mes cartons. Et il faut que je le retrouve pour le relire. Bon, et t'en as pensé quoi, donc, de... Mais écoute, je trouve que graphiquement, en tout cas, c'est une relecture intéressante. C'est vraiment très très beau, très très joli, une ambiance qui est bien posée. Parfois un peu trop figée au niveau des dessins.
mais l'ambiance est bien rendue. Voilà. Et le contrepoint de l'état d'esprit des personnages, pour le coup, on le retrouve donc en vieillard au début, et puis voilà, il y a un côté Moïse sorti des eaux là, c'est fabuleux. Et puis on le retrouve déjà avec cet état d'esprit anti-technologique finalement, en décalage déjà par rapport à son époque, avant la catastrophe. Donc il y a un fil conducteur, il y a une cohérence, on le voit simplement grandir, et on se dit, quelque part, il avait un peu raison, puisque suite à la catastrophe, c'est quand même la même merde, et personne s'en sort. Donc le fil conducteur du début jusqu'à la fin nous est tout de suite donné, et on voit qu'il y a tout de suite une cohérence au niveau de l'état d'esprit des personnages. Donc Après... voilà, moi ça m'a assez bien parlé, et je trouve la couverture bordélique à souhait. Elle est bien la couverture. On est hors cadre, ça déborde. Et je trouve que voilà, le Ravage se fait même manger par le personnage qui court au milieu. C'est perdu, c'est le bordel, c'est l'explosion. On sait pas où on va mettre les pieds, et je trouve que ça traduit extrêmement bien l'état d'esprit qui va suivre. Thio ? Alors, comme je disais, voilà, moi j'ai plus trop de souvenirs, on va dire, de mon expérience de Ravage quand je l'ai lu au collège, je crois, à peu près. Moi, j'ai Il y lu a plus fort, tard. fort longtemps, ouais. Ouais, fort longtemps, voilà. Et donc, du coup, j'ai un peu redécouvert l'histoire, même s'il y a des petites brides qui revenaient au fur et à mesure. Ça a été une bonne lecture, sympa. C'est une bonne mise en bouche. Mais, comme tu dis, voilà, il y a 3 tomes. Et bon, voilà. C'est normal, c'est le tome d'introduction. Le tome d'introduction, non, je suis d'accord. Mais c'est vrai que du coup, tu restes un peu sur ta faim parce que le Ravage arrive. Soit. Je trouve d'ailleurs que le fait de partir de la fin de l'histoire pour lancer l'intrigue est pas mal, parce qu'effectivement, là, sur ce tome-là, on nous pose les personnages, et à la fin, on a la catastrophe qui arrive, et c'est à suivre. Et le fait de nous avoir raconté déjà la fin pour qu'on sache comment on en arrive là, narrativement, je pense que c'était une solution qui marche bien dans l'idée qu'il va faire un truc en 3 tomes. Il aurait fait un roman, un truc complet, peut-être qu'il aurait pu se permettre de suivre le fil narratif un peu plus linéaire. Mais là, ça nous permet d'avoir un peu d'accroche, parce que sinon on aurait qu'une intro de personnages. C'est un peu racoleur entre guillemets le coup de la scène de fight, où on s'attend du coup à ce qu'il y ait un petit peu plus d'action et que ce soit un peu plus âpre. Sinon, on aurait eu que, je pense narrativement, on aurait eu que de présentation de personnages, et comme dans beaucoup de trucs où t'as un tome complet de présentation des personnages, tu t'emmerdes un peu, quoi. Là, non. Il a réussi à un peu passer ça grâce à ça. Donc, ouais, t'as motivé pour la suite? Ouais, t'as pas l'air. Non, j'ai pas été motivé pour la suite. Ouais, graphiquement, c'est joli. C'est un dessin qui est. Graphiquement, c'est même très très bon. Non, mais c'est joli, c'est plaisant, mais. Ça m'a pas follement enthousiasmé. Voilà, Petit côté vieux affichiste dans le trait, je trouve. Sur certaines cases, pas sur toutes. Oui. Mais sur certaines, oui. Puis alors, autant il y a des choses qui sont assez petites, assez détaillées, etc. Autant il y en a d'autres qui sont beaucoup plus grand format, et qui, voilà, hop, je te bime, une espèce de grande double page avec quelques incrustations de cases au milieu. Voilà, ça envoie du pâté quand même. C'est ultra détaillé. Voilà. Très 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 bien foutu. Voilà, graphiquement c'est joli, c'est plaisant. L'histoire, on la connaît déjà, mais ça m'a pas follement enthousiasmé. Si vous achetez les tomes suivants, les gars, je le lirai sans doute pour me refaire tout Ravage, mais bof, sans plus. Ok. Bon, moi j'ai beaucoup aimé. J'attends la suite avec impatience. Puis on verra ce que ça donnera. Et la belle Regina Vox sera pour nous. À nous, Regina. À nous. Pour une soirée pizza. On a dit qu'on arrêtait les blagues pourries. Celle-là était vraiment pourrie. Et oui, c'est vrai. Mais je vais vous parler de lapin. Usagi Yojimbo, le tome 27. Oui, je sais, c'est une transition qui était complètement du néant, mais bon. À un moment donné, comment est-ce que je peux passer de Ravage à Usagi Yojimbo? Je suis désolé. Donc, petite anecdote, aujourd'hui, j'ai une collègue de boulot qui m'a quand même parlé d'un lapin que tu passes au micro-ondes, qui est en fait une bouillotte. Et donc, elle comptait piquer le lapin de sa fille pour le mettre au micro-ondes. Et moi, je n'ai capté qu'une partie de la phrase sur l'ensemble de la discussion, et c'est que je vais prendre le lapin de ma fille pour le mettre au micro-ondes. C'est pas sympa. Voilà. Alors, c'est écrit maintenant sur les modes d'emploi, il ne faut pas mettre d'animaux vivants dans le... Voilà.
On confirme. Ozagi Yojimbo. Alors, Usagi Yojimbo est un Ronin dans un Japon médiéval. Depuis 27 tomes. Depuis, oui, 27 tomes. Et nous avons encore 4 ans de retard sur la publication originale. Ta grand-mère. Voilà. C'est à la base une bande dessinée américaine créée par Stan Sakai. En ce moment, surtout. Voilà. Qui est donc normalement publiée au format Je me casse, les gars. C'est bon. comics. Sérieux, non, mais c'est pourri, quoi. Oh, tiens. Tu prends ta bouteille de vin rouge et tu te casses, quoi. Non, mais Non, non. mais je l'ignore totalement, tu vois. Je suis en mode. Attends, moins 5 ce matin, sans déconner. Donc. Mais celle-là, tu viens de la comprendre à rebours. C'est ça qui a pas pu terrible. J'avais compris sur le coup, mais là, je l'avais compris sur le coup, mais ça devient dur de se concentrer. Mais comme j'ai perdu le fil de ce que je disais, La c'est blague un à peu pour ça. retardement. Attention. Ça va, elle a pas été dégoupillée. Bref, c'est publié au format américain, et en France, les éditions Paquet ont décidé de nous le publier au format manga, même si c'est un sens de lecture à l'européenne. Voilà. Ce qui marche très très bien niveau format. Ça permet d'avoir un bel album avec... il va encore dire une connerie, là, je sens qu'il est motivé pour dire une connerie. Bon. Bref, c'est un bel album avec plein de pages, donc il y en a près de 200 pages. Quoi, vas-y, dis-moi combien il y a de pages en Un bel ravage. album avec plein de pages. Dis-moi combien il y a de pages en ravage, toi. Ça se passe en 2000 beaucoup. Voilà. Bon, 48, 52. Un peu plus, il me semble que j'avais fait gaffe. Bon, s'en fout. Là, nous allons suivre un peu les aventures de Usagi qui continue à se balader et qui commence par son premier passage, arriver dans une ville qui s'appelle Enfer, et où il va se retrouver au milieu d'une petite guerre de gangs et va devoir, pour aider la ville à s'en sortir, à aider un des gangs. Sauf que le chef de ce gang-là va un peu mentir et trahir et monter un autre samouraï contre Usagi. Et le gars va continuer à le poursuivre au fur et à mesure des tomes pour essayer de le retrouver et de se venger. Et on finira à la fin de ce volume à retourner à Enfer. C'est intercalé de plein de petites histoires de rencontres où Usagi arrive dans un nouveau village, fait des rencontres, il découvre une coutume, une culture, des gens, et va essayer, on voit comment il réagit derrière là-dessus, il va rencontrer des esprits du folklore japonais, etc. C'est toujours une lecture très sympathique, Usagi Yojimbo, parce que bon, le trait, moi je l'aime beaucoup, c'est très simple, tous les personnages sont animaliers, le trait s'améliore en plus avec le temps, je trouve vraiment qu'il y a une finesse et parfois des pages, mais wow, qui ont une classe terrible. Je trouve que dans ce tome-là, il y a un côté très western. On retrouve ce côté duel, ce côté l'inconnu qui arrive en ville. C'est un peu... les 7 samouraïs, les 7 mercenaires ont une parenté. Ouais. Et là, on a l'impression que c'est un peu un retour en arrière. Tu vois, on va mettre un côté plus western dans le côté asiatique. Et j'ai trouvé ça assez cool, sachant que l'auteur, même si... Enfin, il est américain de 3e génération, donc ses parents asiatiques, ils sont très très loin, quoi. Bref, c'est sympa. Maintenant, ça manque d'enjeux épiques, comme on avait eu sur la grande saga de Trancherbe, de l'épée Grass Cutter, je crois en anglais. Non, je suis retombé sur les pages il y a pas longtemps. Ça manque un peu ce côté épique, mais ça reste vraiment un moment agréable et une lecture sympathique, sans être exceptionnelle. Disons quoi, je vais aller dans ton sens. C'est vrai que moi, le souci que j'ai avec Usagi Yojimbo, c'est la grande fresque qui manque. Encore que ce tome, je trouve, qu'il y a quand même une histoire qui se suit entre le début et la fin du tome. Oui. Avec justement l'histoire de ce samouraï, donc qui. Même s'il y a beaucoup d'intercalaires, j'ai envie de dire. Oui, il y a beaucoup d'histoires au milieu, mais ça fait. Qu'est-ce qui se passe après? Non, j'ai un problème technique. Mais ça fait quand même, je trouve, un lien entre le début et la fin qui te donne un tome qui est finalement assez construit au niveau de la narration. Maintenant, c'est toujours aussi agréable à lire, voilà, mais je pense que maintenant c'est un peu une lecture par habitude, Usagi Yojimbo. 27 tomes. Et j'ai plus beaucoup de découvertes. Non, même si voilà. La classe. Non, graphiquement, c'est toujours. Non, mais ça a toujours la classe. Je veux dire, on peut toujours y prendre beaucoup de plaisir hein, sur un Usagi. Il y a aucun souci. Mais je trouve qu'au niveau de la narration, il y a. Et puis ça peut se lire presque indépendamment. Je veux dire, Oui, le mais tome ça 27, devient un peu. en cours de route, c'est pas grave. un peu répétitif. Là, on a quand même deux personnages qui reviennent, qui font Ouais. une légère apparition. Juste une apparition au clin d'œil pour les fans.
Bah, pareil, voilà, justement, 2 personnages qui reviennent, mais on en a rien de plus. Ils sont passés, quoi. Et là, t'as envie de dire, putain, merde, utilise-les, quoi, fais un truc. Oh, c'était pour donner une conclusion sympa à l'histoire. En fait, ils apportent une conclusion sympa à l'histoire en question. Ouais. Voilà, non, mais il n'y a pas grand-chose de plus à dire sur Usagi Yojimbo, qui est une série à laquelle je suis très attaché. Je prends toujours autant de plaisir à la lire. Ouais, Même mais je pense si que j'attends c'est un peu une lecture par habitude. Voilà, on va voir ce que ça donne. On a encore du retard sur l'édition américaine, donc on peut... peut-être qu'on aura des trucs bien, un peu mieux à venir. Donc là, maintenant, je dois vous parler de Funérailles, le tome 3. Que je n'ai pas pu lire. Donc c'est Freak Squill, Funérailles, tome 3. Donc c'est ce qui se passe avant Freak Squill. Ok. Alors, de quoi... Arrête, regarde ce que je fais. Continue ta chronique. Oui, mais justement, tu fais plein de trucs avec un crayon vert. Pour ça m'intéresse. Donc, qu'est-ce qui se passe avant On a eu donc déjà, en fait, le personnage de Scipio, qui va être le directeur de l'université Freak Squill. Voilà, dans le futur. Dans le futur. Donc là, en fait, on est donc Scipio jeune. On est justement dans les luttes politiques dans la ville de Rem, qui est donc la ville où se battent justement les familles pour gouverner. Et en fait, on a Psamathé de la Mantis, qui a enfin réussi à accéder au pouvoir, mais qui, pour accéder au pouvoir, a besoin en fait de la maison de l'araignée et voudrait en fait apporter un enfant de Scipio. Voilà. On va pas aller plus loin que ça, parce que sinon on va spoiler Tizak qui n'a pas encore lu la suite, qui n'a pas encore lu. Donc du coup, voilà, juste lui dire que dans ce tome-là, il y a de la politique, il y a de l'intrigue, il y a du fight, des héros qui sont toujours aussi badass, c'est excellent quoi. Graphiquement, c'est toujours au même niveau, je trouve. Même s'il y a encore, je trouve, des moments qui sont encore plus géniaux au niveau du dessin. On alterne à la fois des moments où c'est le paysage avec le héros solitaire qui est là, qui en jette, quoi. Et puis d'autres scènes où on a vraiment du fight avec plein de personnages. C'est vraiment, je trouve, une super construction. Et je me suis encore une fois régalé avec un Funérailles. Pied, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Alors, on va tout de suite parler des choses que j'ai adorées. Ce sera... simple. Ce sera rapide, c'est ça ? Non, ce sera simple. C'est beau, c'est très très sympa niveau graphique. C'est bourré d'un nombre de clins d'œil tellement hallucinant que je n'en ai pas vu la moitié, je pense. L'histoire est originale, pleine de bonnes idées, mais, parce qu'il faut un mais, je trouve ça un peu brouillon. On a tendance à... Ouais, je trouve ça un peu brouillon. Peut-être que c'est parce que les 2 tomes précédents étaient un peu loin. Mais j'ai été un peu... Voilà, j'ai trouvé ça un peu... des moments où j'étais... Attends, on en est où là ? Qui se bat contre quoi ? Le gros complot, par exemple, était plus très clair pour moi. Ah oui. Le truc important. C'est-à-dire que les mésaventures des personnages... En fait, tout le côté du côté de Scipio, en fait. De Scipio et de son frère. Ouais, voilà, non, aussi, le côté du frère était un peu plus facile dans l'armée, etc. C'était un peu plus clair. Mais tout ce qui était grosse politique était un peu plus... J'étais un peu plus largué. Disons que c'est l'histoire principale, c'est alors je cherche le nom de l'autre tome, de l'autre frère. Ah non, mais c'est vrai qu'il a pas de nom pour l'instant. Scipio et son frère. C'est vrai que c'est un petit peu, on va dire, l'histoire principale. Et l'intrigue politique, on va dire, était assez pas secondaire, mais assez pas mal secondaire, on va dire, dans les 2 premiers tomes. Je trouve que là, elle prend vraiment de l'importance, quoi. Elle prend du poids. Oui. Mais moi, ça m'a pas. Après, c'est exact que comme du coup j'ai les tomes à la maison, je dirais que je les ai pas relus juste avant. Mais ça a été une lecture que j'ai refaite il y a quelques semaines. Oui, donc tu t'es replongé dedans pour te... Ouais, mais il y a quelques mois, quoi. Je crois que c'était que j'ai relu... Oui, donc ça aide un peu. Ça aide un peu, tout à fait. Voilà, sinon, c'est toujours très bien, plein de clins d'œil. Alors, l'auteur Florent Maudou a dit que c'est la fin d'un cycle shonen, qui va enchaîner sur un cycle shoujo. Avant de faire, je crois, il va faire un cycle seinen à la fin. Donc shoujo, c'est pour les filles, hein, c'est ça ? C'est un peu caricatural et cliché, mais oui. Shonen, c'est garçonnasse, adolescent, on se tape. Shoujo, c'est un peu plus girly, et seinen, c'est un peu plus adolescent, c'est adulte, quoi. Globalement, c'est plus adulte au niveau des thématiques. Donc, on va voir ce que ça va donner. Non, là, en fait, le côté... je pense qu'en fait, il s'est surtout inspiré de grandes idées. Là, le côté...
shonen qu'il a récupéré, c'est le coup des armures. Ouais, pareil, je trouve que le vocabulaire, il a pas voulu dire qu'ils avaient des armures, alors ils ont des armurata. Tu vois, j'ai trouvé ça un peu compliqué pour gratuitement, juste pour dire non mais je vais pas dire qu'ils ont des armures qui sont dans des boîtes et que quand ils les appellent elles leur apparaissent dessus. On va appeler ça des armurata, comme ça je copie pas sur quelque chose, sur le truc dont je m'inspire. Alors qu'il aurait pu dire armure, ça m'aurait pas choqué et ça me semblait très très bien, tu vois. Alors, si je puis me permettre, c'est le genre de petits artifices qui ont été utilisés déjà dans Bleach, par exemple, ou dans les différents arcs. À chaque fois, on fait appel à une utilisation européenne de certains termes. Il y a tout un arc, par exemple, qui est autour des Espagnols. Donc, c'est l'espada. Ils portent des numéros. En fait, leur nom correspond au nom des numéros en espagnol. Je cherche le rapport avec ce que... Mais c'est le armurata, c'est pareil. On utilise le mot armure plus ou moins dérivé en version hispanique pour faire passer un principe tout bête. Plutôt que de l'appeler numéro 1, numéro 2, numéro 3, on va lui donner une connotation un petit peu plus exotique. Là, c'est un peu pareil, c'est un artifice pour, mais tu le dis pour bien, faire genre. c'est un artifice pour faire genre. Complètement. Et c'est un peu... Ouais. Je trouve que ça... Alors qu'on a un récit qui est un petit peu complexe sur certains points, ça rajoute une dose de complexité un peu gratuite. Voilà. Mais c'est du détail, hein, là je chipote, hein, je vais pas... voilà. En tout cas, oui, ça reste un très bon album, ça conclut très très bien, en tout cas, un segment de l'histoire. Ça reste une série à suivre et je suis très curieux de savoir justement comment est-ce qu'il va intégrer des éléments de shoujo dans son histoire qui reste très viril quand même pour le moment, même si les personnages féminins sont super intéressants. Bah, globalement, Funérailles, ça reste. Enfin, Freak Squill, c'était quelque chose de où les femmes avaient déjà une place un peu plus. Enfin, les personnages féminins avaient une place quand même assez importante. Funérailles était un peu plus masculin pour le coup. Donc, effectivement, je suis un peu d'accord avec toi. J'attends de voir effectivement comment est-ce que ça pourrait être intégré. Voilà. On continuera la suite, hein. Enfin, je continuerai en tout cas. Oui, bah, de toute façon, je t'ai dit, je suis curieux. Je veux voir la suite. Donc, Funérailles, le tome 3 chez Ankama par Florent Modou. Billy Bat, les tomes 16 et 17, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Certains nous reprochaient de parler trop souvent de Billy Bat. Et là, je vous fais 2 tomes d'un coup, et je vous le fais pas en express, parce que ça fait longtemps qu'on en avait parlé, et qu'il se passe un petit truc dans le tome 16 qui est intéressant. Du coup, il se passe un petit truc. Et donc, ce n'est pas en express. Voilà, monsieur est en train d'être médisant, mais il vient nous parler de Bleach, qui, dans le genre, en 27 tomes, est pas mal non plus. En 2114. Voilà, alors ta gueule, et laisse-moi finir ma chronique. Là, je suis désolé, mais... Sauf que dans Bleach, il ne se passe pas un petit truc une fois tous les 17 tomes. Là non plus, monsieur. Oui, c'est cela, oui. Voilà. Bref. Allez, vas-y, Billy Bat. Si tu le lisais, tu saurais de quoi on parle. Oui. Donc, Billy Bat, le truc important qui va se passer, c'est que, comme vous le savez, à chaque fois, les dessinateurs de la BD Billy Bat, en gros, arrivent à prophétiser des événements qui vont avoir lieu. Là, l'auteur actuel, qui s'appelle Kevin Goodwin, a pris enfin le dessin, va reprendre les rênes officielles, est devenu le dessinateur officiel, parce que Chuck Culkin, l'imposteur qui se faisait passer pour le dessinateur, donc le Walt Disney du truc, est très malade. Et donc, il cherche un remplaçant parce qu'il en a marre, que ça commence à le gonfler, que il a un peu perdu l'inspiration. Et il va tomber sur un jeune garçon, entre guillemets, qu'il avait déjà rencontré des années auparavant, qui a du talent. Et en parallèle, un personnage revient, c'est Dugommier, le tueur, Duvivier, pardon, Duvivier, qui était le tueur qui cherchait à trouver tous les dessinateurs de Billy Bat pour les éliminer. Et lui, il a le truc pour savoir si c'est un vrai dessinateur de Billy Bat, quelqu'un qui voit la chauve-souris. Et il va essayer de le trouver. Surtout que dans les dessins que fait ce petit nouveau de jeune, là, il y a une histoire de sorte de... alors on est dans les années 90, hein, il y a une histoire de 2 tours, il y a des trucs qui tombent dessus. Et en parallèle, tu as les gars qui ont récupéré le parchemin, le rouleau, qui était un peu prophétique, ont réussi à déchiffrer un code. Donc ça, c'est le gouvernement ou un complot, je sais pas exactement. C'est pas vraiment... on sait pas encore, en fait. Voilà. Alors, c'est... dans le seul étage du complexe de Billy Bat World, le parc d'attractions, en fait, il y a
un truc comme, je sais plus, 48 sous-sols. Et en fait, quand la fille de Chuck Culkin a récupéré l'Empire, Billy Bat, en fait, elle a hérité du Billy Bat World, de Billy Bat, du 46e, du 0 jusqu'au 46e sous-sol, du 48e, mais le 47e ne fait pas partie de l'héritage. Voilà. Le 47e ne lui appartient pas. Et on sait pas à qui c'est. On ne sait pas à qui c'est. Et donc, ils ont réussi à déchiffrer. Et il y a un truc bizarre, ce qu'ils sont remarqués, qui tombe sur 2 chiffres. Alors, je pense que les scientifiques sont pas très doués, parce que moi, ça m'a semblé être une longitude et une latitude dès que je les ai vus tout de suite. Mais apparemment, eux, ils ont pas trouvé. Et je pense que c'était ça. Oh, tu fais trop. Non, mais là, tu fais ça qui fait trop de. Mais comme ça spoil Dr. Layton, quoi. Voilà. Et surtout que ils ont remarqué sur les 2 suites de chiffres qu'ils ont trouvés, ça finit tout par les mêmes chiffres, qui sont 09 11 2001. Ils savent pas ce que ça veut dire. C'est peut-être une date. Enfin, c'est 11, 09 11, oui, parce que c'est l'américaine que c'est écrit. Bref, on arrive vraiment sur l'histoire contemporaine. Surtout que, et c'est là qu'il y a un gros changement, c'est que la chauve-souris apparaît et va dire, là, il s'est passé quelque chose qui n'était pas prévu. Vous avez changé ce qu'on allait faire. Je ne peux plus rien faire. Démerdez-vous. Je n'interviendrai plus. Et donc nos héros se trouvent un peu dans la merde. Surtout que la chauve-souris essaye quand même de continuer à parler. Alors on sait pas si c'est la bonne ou la mauvaise, on sait jamais laquelle. On sait jamais, parce qu'il y en a une bonne et une mauvaise. On sait pas comment les reconnaître. Et via une jeune fille à qui elle arrive à parler, essaye de continuer à intervenir un petit peu et a du mal. Bref, on va suivre un peu tous ces personnages et l'intrigue avance vraiment. Et là où je me suis dit, quand il y avait eu la disparition de Kevin Yamagata, que ils allaient répéter la même histoire, qu'ils avaient fait un reboot, que c'était pas très intéressant, etc. Là, je commence à me dire que finalement, c'est pas si mal que ça, c'est assez malin, ça a l'air de bien tenir la route, surtout que la série est prévue pour s'arrêter au tome 20, hein, donc on n'est pas loin. Yes. Voilà. Tu t'en fous, tu les dis pas. J'ai dit, enfin, Ouais, mais là, franchement, voilà. Parle dans le micro. Là, ça fera des chroniques en moins. On va en mettre d'autres choses. Sans chauve-souris. Oui. ouais. Enfin, de l'autre côté. On va peut-être non. C'est Bon. pas un sujet qu'on va aborder tout de suite. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai trouvé On ça parlait de mes quantités de lecture. très plaisant, Ça va arriver, hein. très joli graphiquement toujours. Hein, le style de Naoki Urasawa est toujours très bien foutu. Et je pense que j'ai l'impression alors soit il est très fort, qu'il a réussi à choper plein d'éléments pour qu'on croit qu'il sait où il va, parce qu'il te chope plein de petits trucs dans des bouts d'histoire qui sont arrivés dans des tomes avant, etc., pour que tout se relie et tienne la route. Donc soit il a vachement bien prévu son scénario à la base, ce qui est tout à fait possible, soit il arrive à vraiment bien nous le faire croire. C'était ce que nous disait Matt Manga, justement, que c'était toujours très décousu sur la fin, que ça partait en sucette. Que, voilà. Bah là, je trouve pas, au contraire, je trouve que ça se resserre. Non, mais justement, Voilà. c'est ce qu'il nous avait Ouais. dit. Et là, comme on avait dit nous au début, parce qu'il nous avait dit, ouais, Billy Bat, ça va être de la merde, ça va finir pareil, ça va partir en autre boudin et tout. Là, je suis pas sûr. Disons qu'à chaque fois, je trouve qu'il prenait un peu le temps, et là, je trouve que le récit se resserre, au contraire, que les personnages commencent à tous se croiser, il commence à avoir quelque chose qui tient un peu la route. Mais en fait, je pense que de toute façon, ce n'est qu'un prétexte, quoi qu'il en soit, pour nous raconter l'histoire contemporaine autour d'une théorie du complot, comme 40 000 autres, en fait. C'est, tiens, je vais m'inventer ma théorie du complot, et j'ai envie que ma théorie du complot, elle tourne autour de la BD, parce que c'est ce que j'adore, en tant qu'auteur. Voilà. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Et je sais pas si Naoki Urasawa continuera la BD après. Je crois qu'il a fait une pause pour jouer dans son groupe de rock. Je crois, oui, c'est voilà. sa musique. Un truc comme ça. Il a même fait la musique de 20th Century Boy. Voilà, le film. C'est rigolo. Enfin bon. Une série sympathique. Voilà. Moi, j'attends la fin pour savoir si c'est vraiment une putain de bonne série ou si c'était juste du foutage de gueule. Express. Trees, tome 2. Triste tome 2. Alors moi je suis un petit peu déçu que ce qu'on soit en express pour traiter de Triste tome 2 parce que c'est voilà, pour moi Triste ça reste une série qui est jeune entre guillemets en termes de nombre de tomes parce qu'on est juste au tome 2 là pour nous mais Enfin bon. qui est dense. Alors dans ce tome, on va se recentrer sur deux personnages. Dans les épisodes précédents, s'il te plaît. Alors on va faire un petit coup d'épisode précédent. La Terre a été envahie Pacifiquement. Alors pacifiquement et pas si pacifiquement que ça. Ça, tu dis juste parce que grosso modo, ils ont garé leur voiture et ils l'ont garé où ils avaient envie. Ils ont posé leur bouse là et c'est tout. Oui, sauf que ça a juste entraîné des millions de morts, mais sinon. Oui, mais en même temps. Ouais, excusez-moi, j'ai garé ma voiture, j'ai écrasé 50 personnes. Ouais, mais c'est Bon, pas grave. 50 excusez-moi, fourmis. quoi.
Ouais, C'est c'est pour eux, quand c'est on- les fourmis. Donc bref, donc la Terre a été envahie par des espèces d'arbres, des espèces de monolithes un petit peu partout sur le globe. On ne sait pas pourquoi pas ces monolithes qui pendant donc plusieurs années là se sont installés, ont pris place. Ils n'ont pas tous la même taille, ils n'ont pas tous la même hauteur, le même diamètre, etc. Et du coup, ça a modifié profondément le paysage des pays dans lesquels les arbres se sont implantés. En fait, c'est des bits d'extraterrestres parce que c'est des partouzeurs de planètes. Vas-y, poursuis. Merci Pierrick pour cette intervention constructive. On va donc se concentrer sur... alors après un premier tome qui était assez de présentation, comme souvent premier tome, où ça partait un peu dans tous les sens avec plein de personnages différents, dans plein de lieux différents. Là, on se recentre sur deux personnages. D'une part, le maire de New York, qui vient d'être nommé et qui est en train de manipuler un petit peu tout son petit monde, aussi bien les citoyens que la police, que les espèces de petits mafieux trafiquants, pour de toute façon, avec objectif final, notamment asseoir son pouvoir, mais pas que. Il a une revanche à prendre, et donc c'est ce qu'il met en place. Et l'autre personnage, qui s'appelle Joanne, qui est l'unique survivante du crash d'un hélicoptère qui a eu lieu en Norvège, je crois, oui, un c'est ça, pays enfin, du Nord, ou pays du côté du- du cercle arctique, enfin bref, un truc comme ça. Là où il fait froid. Là où il fait très froid. C'est ça, c'était en Norvège, au nord de la Norvège, dans une station arctique à Blindheim, et où il y a eu un puissant signal électromagnétique qui a dézingué du coup l'hélicoptère qui était en train de vouloir s'échapper. Pourquoi s'échapper ? Eh bien parce qu'il y avait l'un des scientifiques qui avait découvert que des plantes particulières poussaient Autour des fleurs noires, autour des monolithes, des fleurs noires, mais qui du coup poussaient aussi à l'intérieur du corps et prenaient possession un peu du corps, etc. Donc bref, quelque chose un petit peu, là pour le coup, actif au niveau des extraterrestres, en tout cas au niveau des conséquences potentielles de ce qui pouvait se passer. Et donc elle se remet physiquement et moralement de ce crash, et elle est contactée par les services de l'État, donc secrétaire d'État qui se présente comme étant celui qui reste même quand les gouvernements se succèdent, et qui l'envoie en mission dans les îles Orcades, pour aller étudier d'un petit peu plus près justement un monolithe et les influences sur le paysage autour de ce Et monolithe, voir si les fleurs reviennent. pour éviter le même genre de problématique, et voir si les fleurs noires justement apparaissent. Donc c'est ce deuxième tome justement se recentre sur ces deux personnages, sur ces deux versants de l'histoire. Ça densifie un petit peu le contenu. Ça donne des lignes directrices aussi, alors que le premier tome partait un petit peu dans tous les sens. Là, on est sur deux lignes directrices un petit peu fortes, et notamment, enfin, ça avance quoi. Je veux dire, sur ces deux lignes directrices, aussi bien côté maire de New York, ça avance fortement, parce qu'il y a quand même des fights conséquents, et même chose du côté des îles Orcades avec Joanne Tracy, qui fait avancer un petit peu les investigations autour de ces fleurs noires. Oui, les personnages s'avancent, mais le pitch principal, ça avance pas beaucoup. Bah, le pitch principal, c'est les arbres, qu'est-ce qu'ils sont là et qu'est-ce qu'ils font là, quoi. Là, je Voilà. suis d'accord, ça a pas changé pour l'instant. On n'a pas Non, plus il s'est d'infos. rien passé, quoi. Premier tome, ça bougeait pas, et puis hop, il y a des petites fleurs noires. Est-ce que c'était un endroit particulier ou pas, les explosions électromagnétiques, machin? Ah, poulet, me dis pas. Ah, fais pas. Non, là, tu es en train de me dire, grosso modo. Moi, ce que mais- je dis, c'est que Oh, j'étais un génie, je ne savais pas, je pensais pas. Non. autour d'un autre monolithe, il aurait pu y avoir autre chose que des fleurs noires, et pas forcément Le des mec, fleurs il fait noires pousser qui des hot poussent. dogs, et là, tu fais pousser des quoi? Non, Il mais- pouvait y avoir d'autres influences. Chaque monolithe ayant un aspect extérieur partiellement différent, il aurait pu y avoir une interaction différente en fonction Ah, du lieu. Il ne diffère que par la taille. Hein. Oui. Il aurait Bon. pu y avoir autre chose. Bref, ça reste une série très prenante et Ah oui. on a bien envie de connaître la suite. Au niveau de l'ambiance, les c'est très bien rendu. Les couvertures dessins déchirent énormément. sont très dynamiques. Alors, et en plus, moi, je fais un petit parallèle. Je suis allé voir pendant les vacances là, de Noël, Premier Contact. Et je trouve qu'au niveau du traitement des extraterrestres, il y a beaucoup de similitudes entre Premier Contact et Trees. D'accord. Du visuel, quand je l'ai lu, je fais putain, merde. c'est Ouais, le chouette, côté monolithique et Ça les m'y a petites fait fourmis penser, humains ça m'y qui a fait tournent penser autour. aussi, effectivement. Ouais, et en plus, c'était un très bon film, je me suis régalé. Même Bon. s'il y a toujours des petits soucis au niveau Bon. spatio-temporel, mais là, c'est autre chose. Bon, on attend la suite de Trees, ça a l'air pas mal, c'est par Merci Warren Warren Ellis et Jason Howard au Howard. dessin. Qui ça? Parce que là,
Warren Ellis au scénario et Jason Howard au dessin. Parce qu'en fait, vous parlez en même temps, on s'entend plus, les gars. Axolot 3. Axolot, tome 3 de Patrick Beau. Je te dis, dans les épisodes précédents, c'était la même chose que dans celui-là. Exactement, c'est toujours Patrick Beau qui Previously on Axolot. qui nous raconte donc des histoires extraordinaires et des sources d'étonnement. C'est l'édition de Delcourt. Donc plusieurs dessinateurs donc, ont repris les histoires d'Axolot, les histoires qu'a déjà racontées Patrick Beau sur sa chaîne YouTube. On a donc ce coup-ci, on a Boulet, Pierre Place, Julie Brouin, Guillaume Long, Olivier Pelletier, David Combé, Loli Cata, Marco Sattel, El Diablo, Steve Baker, Fanoloco, Gali, Geoffrey Monde et Stéphane Fert. Stéphane Fert. Voilà. Toi aussi, tu fais Stéphane Fert. Voilà, il déchire. Alors, en fait, Donc toujours des petites histoires, des petites chroniques, des petites toujours, anecdotes, exactement. des événements historiques, des personnages historiques. alors toujours donc voilà des petites histoires qui sont racontées sous forme de bande dessinée pour certaines, plus des petits cabinets de curiosité avec des petites histoires en plus. On va dire on est dans la continuité des 2 premiers tomes et dans la continuité de la chaîne Axolot. C'est toujours aussi prenant, toujours aussi intéressant, toujours aussi agréable, quoi. Vraiment. Une petite histoire préférée? Non. C'est l'histoire de Toto dans son berceau. Là, je t'avoue qu'en fait, il faut que je refeuillette pour peut-être t'en trouver une, mais surtout que tu viens juste me piquer le bouquin. C'était un piège. Ouais. Mhm. Ouais. Ouais, Ouais, ok. merci, Matt. Ok. Voilà. Bon, moi, je Ok. mettrais l'histoire de Stéphane Fert parce que le dessin, il déchire. Et que, Celui de la momie. Ah oui. L'histoire de la momie, en fait, c'est toujours Du cow-boy. que j'avais déjà qu'il avait fait en fait justement dans les portraits Axoloportrait, ouais. dans l'Axoloportrait, qui était pas mal du tout. Et c'est vrai que du coup de le retrouver en BD, ça m'a quand même bien, ça m'a fait sourire parce que c'était une histoire que j'avais trouvée absolument hallucinante à l'époque. Et voilà. Ok, eh bien merci, c'était fort sympathique de ta part, Axolot. De toute façon, ça recommandé, c'est toujours sympa à lire, c'est la BD que tu peux mettre dans un coin, lire un petit bout de temps en temps, et ça marche très bien. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette émission. This is the end. Voilà, le festival d'Angoulême est fini, c'était super sympa. On a passé un très agréable moment. Je suis vraiment surpris par les résultats, je m'y attendais pas du tout. Franchement, Tu le fais super bien, Pierre. Ouais, Non, non, mais mais alors, le moi, parrain, surtout, Acteur studio, quoi. Non, mais moi, surtout, ce qui m'a quand même encore une fois, le plus halluciné, voilà, c'est encore les polémiques à Angoulême, quoi. oui, ah oui, On mais en ça, parlera, on y a on en tout parlera sans occasion dans on Page. y- Mais bon, tous les on ans, n'y échappe jamais. Hein. voilà, tous les ans, Angoulême polémique, quoi. À un moment donné, il faudra qu'ils se remettent un petit peu. Ça serait peut-être le moment d'ailleurs de recontacter Merton pour en discuter. Oui, c'est vrai. En Non. tout Merton de nous faire l'histoire de Lucky. ouais, oui, c'est pour ça qu'il doit revenir, hein, Merton. Ouais. Pour nous faire l'histoire de Lucky Luke. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions. N'hésitez pas à laisser des commentaires sur notre site lavoidesbulles.fr, sur Facebook, on est aussi La Voix des Bulles, sur Twitter, je suis Wadaïpier. À nous tiper en allant sur tipeee.com/La Voix des Bulles pour nous donner des sioux, parce que avec les sioux, on peut... Non, on s'en fout. On peut acheter des trucs. J'avais fait un jeu de mots, mais il était pourri. Et les inconnus, les nuls l'avaient déjà fait. Bref. De l'édition à l'arc. Ouais, c'est ça. C'était bien et tout. Voilà. Et allez, la bouche qui pète, on s'en va. Merci beaucoup. C'était très sympathique. Ciao, ciao. Ciao, Bye bye. Bye bye les poulets.